là, je vais introduire Edgar Durand, qui est addictologue, qui travaille depuis un certain temps avec l'espace éthique, et donc qui va nous parler des questions que soulève la psychochirurgie dans les addictions. Et puis après, ce sera autour du docteur Sandrine Cabu, qui nous parlera du traitement médiatique de la psychochirurgie. Donc je laisse la place à Edgar. Bonjour. Ce que je vous propose de faire, c'est d'ouvrir une petite... Est-ce que c'est bon là Donc c'est d'ouvrir une petite fenêtre sur les pratiques psychochirurgicales dans la prise en charge des addictions. Je pense que vous avez déjà tous entendu parler de ce qu'est addiction. Quand vous entendez addiction, qu'est-ce que ça vous évoque? Faites un peu d'association libre. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Aliénation, dépendance. Aliénation. Liberté. Oui. Comment? Circularité. Drogue, oui. Comment? Oui. Dommage. Donc, une addiction, en fait, c'est depuis assez récemment, depuis les progrès de la neurobiologie et puis aussi en fait, la fin de la prohibition et de l'ère victorienne, de plus en plus considérée comme une pathologie. C'est une pathologie cérébrale chronique avec un substrat biologique qui est en fait un dérèglement des circuits de la motivation, de la récompense ainsi que de la mémoire. Ces dérèglements vont aboutir en fait à l'émergence de conduites, de poursuites répétées en fait et irrépressibles de recherche d'une satisfaction, d'un soulagement avec la consommation d'un produit ou d'une conduite, et ce, malgré les conséquences négatives pour l'individu. Donc au final, en fait, la maladie addictive, elle repose un peu, c'est un triptyque, hein, c'est la perte de contrôle, l'incapacité de s'abstenir, ça va être donc la répétition, ça va être aussi la présence d'une dépendance, d'une tolérance, toujours plus de produits pour avoir le même effet. La dépendance, ce sont des expériences négatives en l'absence du produit, donc les signes de sevrage, l'anxiété par exemple, ce genre de choses. Et le troisième élément de ce triptyque qui est fondamental, c'est justement les envies irrépressibles, les cravings qui ne peuvent être que soulagés par la consommation du produit ou la conduite. Donc on se retrouve dans une pathologie qui a des conséquences somatiques assez sévères, comme vous l'avez entendu. Première cause de transplantation hépatique, c'est une des premières causes de mortalité précoce. Et c'est une pathologie qui, par la réduction un peu du champ des comportements des patients, altère l'autonomie du patient, puisqu'il y a une perte de contrôle, et donc le patient va avoir plus de difficultés à pouvoir mettre des limites à ses conduites, et même à pouvoir des fois discerner ce qui va dans le sens de son intérêt sur le long terme. Donc à l'extrême, on peut parler même d'abolition, mais ça c'est vraiment pour l'usage de produits neurotoxiques en fin de parcours, comme par exemple l'alcool, le syndrome de Korsakoff ou les démences. Alors, vite fait, hein, je ne vais pas faire un cours de neurobiologie. En gros, dans le cerveau, 3 circuits dysfonctionnent dans les addictions. Le circuit donc, de la récompense, la pierre de voûte, c'est le noyau accumbens. Le circuit, donc tout ce qui est motivationnel, donc cortex préfrontal et le cingulum. Et enfin, les zones qui sont dans la mémorisation surtout des expériences négatives, l'amygdale. Dans un cerveau normal, ces trois circuits communiquent de façon assez harmonieuse. Dans le domaine de l'addiction, en fait, il y a une autonomisation de ces trois circuits qui vont plutôt avoir tendance à fonctionner en boucle. Vite fait, pour qu'on puisse réfléchir et pour comparer en fait, la pertinence des traitements psychochirurgicaux vis-à-vis des thérapeutiques de base, comment est-ce qu'on prend en charge à l'heure actuelle une addiction? C'est avant tout une prise en charge holistique. C'est une prise en charge pluridisciplinaire, transversale, qui fait intervenir des médecins, des psychologues, des travailleurs sociaux, des éducateurs. En tant que médecin, on ne peut pas vraiment avoir la prétention de prendre en charge seul vraiment efficacement un patient addict. Donc on utilise beaucoup de psychothérapie, des entretiens motivationnels donc, qui visent à aider le patient à résoudre son ambivalence, à susciter les démarches de changement, à les conforter et à prévenir la rechute. On utilise énormément les psychothérapies, notamment les psychothérapies cognitivo-comportementales, qui ont une efficacité certaine, puisque même elles ont un impact durable sur le cerveau, puisque leur effet est visualisable à l'imagerie cérébrale. Enfin, les médicaments, donc des médicaments qui vont viser justement à réduire les cravings, donc ça va être les traitements de substitution, la nicotine, tous ceux qui ont une vapoteuse
je pense, s'en sont rendus compte, la méthadone pour le Subutex et la morphine pour les addictions aux opiacés. On peut utiliser d'autres traitements addictolytiques, l'objectif étant de ralentir, de refroidir un peu le circuit de la récompense qui est hyper stimulé par les drogues qui en fait piratent ce circuit de la récompense. Et enfin des anti-impulsifs dans l'idée de pouvoir aider le patient à retarder le plus possible la consommation après l'apparition de craving, d'envie de consommer, irrépressible. Enfin, on va utiliser de la remédiation cognitive pour compenser les troubles. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que les traitements à l'heure actuelle des addictions sont non invasifs, transversales, holistiques. Alors, pourquoi parler de psychochirurgie des addictions ? Après tout, on peut se poser la question, est-ce que ça a une pertinence scientifique ? Oui, puisqu'on a identifié en fait de nombreux sous-systèmes cérébraux qui sont dysfonctionnels, 18, dans le cerveau humain, et qui sont responsables de cette pathologie. Donc l'idée, derrière le traitement psychochirurgical des addictions, c'est d'aller perturber le dysfonctionnement de ces aires cérébrales, soit en les inhibant avec une stimulation, soit, pour les cas les plus extrêmes, en les détruisant. Alors, qu'en est-il de la psychochirurgie des addictions ? Pour la stimulation cérébrale profonde, il faut bien retenir une chose, c'est qu'on est, comme vous disiez, dans des séries statistiques très restreintes. On est encore dans une logique de recherche avec assez peu de recul et des séries vraiment très simples. D'ailleurs, ce ne sont que des hommes qui sont inclus dans ces recherches, et des effectifs qui dépassent rarement les 5 patients, qui ciblent essentiellement le noyau accumbens et l'addiction à l'héroïne et à l'alcool. Globalement, dans ce qui est rapporté par les études, c'est que ça aurait une efficacité. Mais nous ne tirons aucune conclusion, statistique trop faible. Et pas d'effet secondaire sur le long terme. Mais là encore, le recul, c'est 1 an, donc on n'a absolument pas de notion. Est-ce qu'il y a des phénomènes d'échappement qui peuvent intervenir ? Est-ce qu'il y a des complications sur la personnalité ou même sur la capacité à ressentir du plaisir ? Donc, les données actuelles sont essentiellement, comme vous pouvez le voir, le fait d'équipes européennes. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle dans le domaine de l'étude de la stimulation cérébrale profonde des addictions ? En fait, il y a un essoufflement en Europe de la recherche sur la stimulation cérébrale profonde. Il y a une grande difficulté à recruter des patients. Par exemple, il y a un projet de recherche à Paris sur le traitement de l'addiction à la cocaïne par la stimulation cérébrale profonde, un patient qui a été implanté en 2015, et je crois savoir auprès des gens qui ont participé à ce programme qu'il n'y a pas eu de l'effet escompté, il y a même eu une recherche et une rechute. Ils ont le plus grand mal à recruter des patients. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que si les recherches européennes ont tendance à ralentir, à lever le pied, la Chine, elle, monte vraiment en puissance dans ce domaine-là, puisque sur les 9 programmes que l'on peut identifier sur le site clinicaltrial.gov, 7 programmes de recherche sont le fait d'équipes chinoises. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de la stimulation cérébrale profonde dans le domaine des addictions ? En fait, on ne sait pas si c'est vraiment efficace, on est vraiment dans le domaine de la recherche expérimentale, et en Europe, ça a tendance à s'essouffler. Est-ce que ça a un avenir ? Les gens avec qui j'ai pu discuter, en tout cas en France, à propos de la SCP en addictologie, sont assez pessimistes du fait justement de la difficulté à recruter des patients et se posent la question, est-ce qu'il est pertinent d'exposer des patients à des interventions invasives avec des risques d'hémorragiques, infectieux, et en fait sans qu'on sache vraiment quel est leur devenir sur le long terme, alors qu'il existe déjà des thérapeutiques non invasives qui sont assez efficaces dans les 2 tiers. Pour passer à ce qui est le plus intéressant et aussi le plus polémique, la psychochirurgie lésionnelle dans les addictions. Là, on n'est pas du tout dans le domaine de la recherche. On est vraiment dans, pour dire d'un point de vue éthique, c'est une catastrophe. Il y a 2 pôles de pratique de ces techniques. Il y a eu la Russie entre 1998 et 2002, où en fait plus de 348 patients addicts à l'héroïne ont vu leur cingulum détruit par cryotomie. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ces pratiques ne s'incluent pas du tout dans un programme de recherche. Ce sont des équipes chirurgicales qui vont, avec une promesse un peu médicale démesurée, proposer à leurs patients et surtout aussi à leurs familles de régler un problème complexe qui a un retentissement familial souvent sévère, contre bien sûr
argent menant sonnante et trébuchante. Et bien sûr, il n'y a pas vraiment eu de recul, il n'y a pas de recueil de données scientifiques et pas vraiment de suivi sur le long terme du devenir de ces patients-là. Donc forcément, il y a eu des complications, des plaintes qui ont été déposées, et le gouvernement russe a mis un terme à ces pratiques-là en 2002. Concernant la Chine, c'est un peu une boîte noire concernant les pratiques de la psychochirurgie des addictions. Pourquoi ? En théorie, en 2004, l'utilisation des techniques lésionnelles, c'est-à-dire par exemple thermocoaguler, donc détruire le noyau accumbens, sont interdites depuis donc 2004. Et pourtant, certaines équipes chinoises vont réussir à publier et dans des revues à comité de lecture, donc même si l'impact factor peut être élevé, même si en théorie il y a toutes les garanties de contrôle par les pairs, certains journaux quand même acceptent de publier des séries de données qui ont été obtenues dans des conditions plus que discutables. Donc en 2012, publication de Chinois qui parle de 1167 patients traités par thermocoagulation bilatérale du noyau accumbens. Et là aussi, malgré l'interdiction, en théorie, là aussi, il faut signaler pas d'évaluation vraiment sur le long terme, des critères de jugement qui sont assez fallacieux, pas vraiment de mesures par l'échelle sur le devenir avec des échelles de personnalité ou de suivi psychiatrique sur le long terme. Donc on se retrouve vraiment dans des démarches un peu crapuleuses avec des équipes médicales qui vont proposer, faire des promesses. Et puis les Chinois, en tout cas l'équipe chinoise qui a réalisé ces opérations-là, se permettait même en fait de faire la promotion de ces techniques-là sur Internet, sur le web chinois, avec des petits placards publicitaires qui proposaient pour 5600 $ US de régler son problème en fait d'addiction en se faisant cramer les deux noyaux accumbens. Donc on n'a pas vraiment de données scientifiques fiables, mais ce qu'on sait, c'est que c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas dans ces études qui sont publiées comment le consentement a été recueilli. Avec même des échos ensuite où les patients vont se tourner vers les médecins et leur faire part en fait d'une absence de consentement véritablement libre. C'est-à-dire que le patient, lui, ne souhaitait pas cette opération, mais sous la pression des proches, ont finalement accepté de se faire opérer. Donc je ne vous parle pas des résultats, puisque ce sont des données qui ont été obtenues dans des conditions indignes. Donc je ne voudrais pas que vous partiez avec l'idée que c'est potentiellement efficace. On ne peut pas tirer vraiment de conclusion. Donc on se retrouve donc dans une pathologie qui est au carrefour de nombreuses contraintes. Une contrainte individuelle, des souffrances qui peuvent être assez extrêmes, une pathologie qui est en fait criminalisée, une pression donc sociale, familiale, avec derrière des promesses médicales de résultats presque miraculeux. Il suffirait après tout de supprimer certaines zones cérébrales pour voir apparaître une régression des conduites addictives. Donc, à partir de ces informations-là, je voulais éventuellement engager avec vous une discussion sur, à votre avis, quels pourraient être les écueils qui pourraient se présenter avec éventuellement une généralisation de telles techniques. Bon, déjà, quel est l'avenir de la psychochirurgie des addictions, notamment de la stimulation cérébrale profonde? Comme je vous disais, en Europe, il est plutôt sombre, une difficulté à recruter des patients. Et vraiment, en fait, l'attention des investigateurs maintenant se tourne plus justement du côté de la stimulation magnétique transcrânienne qui est moins invasive avec moins de risques, et notamment dans le domaine de l'addiction au jeu d'argent. Alors, on est face à une promesse, des patients qui souffrent, des thérapeutiques qui sont à l'efficacité, qui sont efficaces, qui sont pertinentes, mais qui n'est pas absolue. On va dire qu'en France, par exemple, c'est 2/3 des patients qui vont répondre à ces thérapeutiques-là. Donc on pourrait assez facilement imaginer, déjà sur le long terme, que toute notre approche qui est holistique, assez complexe des patients, se fasse écraser par cette promesse qui est en fait simplificatrice, un peu comme justement la façon dont l'armée a tendance à régler les problèmes. Il y a un problème, on envoie un drone, on tue une cible et c'est fini. C'est un peu le même raisonnement qu'il y a derrière. Donc est-ce que face à cette promesse-là, on sera capable en tant que société
de résister et de conserver une approche transversale de la prise en charge des patients. On peut imaginer, vu que l'addiction est encore perçue vraiment comme un trouble à l'ordre public, pourquoi pas un jour, et c'est sans doute déjà le cas en Chine, c'est l'électrode ou la prison, ou le camp de rééducation de désintoxication. Quand proposer par exemple ces thérapeutiques, il y a un écueil fondamental dans ces études qui sont faites, c'est le critère de sélection, les critères d'inclusion des patients, où on va tendance à avoir à considérer qu'un patient sera en échec thérapeutique au bout de 2 cures de sevrage non concluantes. Alors qu'on est encore dans cette logique, dans ces préjugés, que la cure de sevrage, c'est la panacée, on passe quelques mois dans un hôpital, et puis finalement les conduites addictives finiraient par régresser, alors qu'on sait bien que ce qui a vraiment une efficacité sur le long terme, ce sont des interventions qui sont répétées, les psychothérapies, mais ça c'est assez coûteux et c'est assez consommateur de ressources humaines. Donc dans une logique aussi un peu d'efficience économique, face à cette promesse, est-ce que l'organisation des soins à l'heure actuelle pourra résister à une promesse d'efficacité, d'efficience économique? Donc comment définir en fait le traitement addictologique le plus, le gold standard, ce qu'il faut d'abord impérativement proposer à tout patient avant d'éventuellement un jour leur proposer de la psychochirurgie. La place du consentement libre, le consentement éclairé, je pense que c'est pas très compliqué à mettre en place, mais quand on a un patient qui a derrière lui la justice, un système qui peut être répressif avec la criminalisation de comportement, quand on a un patient qui souvent est sous la pression de la famille et même sous la pression même de son propre délitement, comment peut-on s'assurer que ce consentement soit véritablement libre et vraiment assumé, autonome, dans une pathologie déjà qui a tendance à altérer la cognition des patients. Enfin, quelle va être justement la place un peu quelle est la responsabilité des équipes qui font de la recherche, qui identifient de nouveaux secteurs dysfonctionnels dans le cerveau humain et qui sont impliqués dans l'addiction, face à justement des équipes chinoises qui, elles, n'ont pas forcément qui s'embarrassent pas forcément des mêmes barrières éthiques et qui vont en fait se servir de la science produite en Europe, aux États-Unis, pour proposer à des patients, des patients souvent précaires, souvent dans la détresse, qui vont proposer en fait des thérapeutiques qui n'auront eu aucune évaluation sur l'animal ou même à petite échelle en amont. Donc, si je devais laisser un message sur le traitement de la psychochirurgie, enfin l'utilisation de la psychochirurgie dans les traitements des addictions, c'est encore bien lointain. Le mouvement de la stimulation cérébrale profonde en addictologie a tendance à s'essouffler. On s'oriente plutôt vers la stimulation magnétique transcrânienne. Et pour ce qui est de la psychochirurgie lésionnelle, j'espère qu'on n'arrivera jamais à utiliser ces techniques-là en France, dans le sens où se pose la question en fait, même de la pertinence sur le long terme d'une telle intervention, puisque les psychothérapies sont capables d'induire un changement durable dans le cerveau humain. On a le droit de se poser la question, en détruisant ou en altérant le fonctionnement du nerf cérébral, déjà une seule sur 18 systèmes cérébraux dysfonctionnels, est-ce qu'il n'y a pas de risque d'échappement? On n'a pas de recul pour savoir si en fait les conduites ne se réinstallent pas. Et quand on voit un peu par exemple ce qui se passe avec la cocaïne, on a tendance à penser que finalement si quand même il y a des phénomènes d'échappement. Et est-ce qu'on ne va pas empêcher ou altérer la capacité de résilience ou même la plasticité cérébrale du patient en allant justement perturber des aires cérébrales que l'on pourrait remodeler avec l'utilisation de psychothérapie. J'ai essayé d'être bref. Et puis, je ne sais pas si vous avez des questions. Voilà, on fera la discussion. Merci beaucoup, Edgar.